Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous aéronautique sous les cocardes sur Aérostar TV. Pour commencer cette série d'émissions, direction la vallée du Rhône où je rejoins le général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air, dans un lieu hautement surveillé. Bonjour général. Bonjour. Nous sommes à Lyon-Verdun, alors pourquoi avoir décidé de nous faire découvrir cette base ? J'ai souhaité vous amener aujourd'hui sur la base de Lyon-Verdun comme première émission en fait, de découverte de l'armée de l'air. D'abord parce que c'est un lieu un peu mystérieux et c'est surtout une base aérienne sur laquelle nous planifions et nous conduisons toutes les opérations aériennes, qu'elles soient menées sur le territoire national ou à l'extérieur du territoire national, en Afrique par exemple. Et c'est donc une base qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur laquelle on retrouve tous les métiers de l'armée de l'air, parce qu'il y a tous les métiers de soutien pour soutenir cette activité. Et je crois que c'était le meilleur moyen de montrer que la force de l'armée de l'air aujourd'hui, c'est son cerveau, et le cerveau, c'est ici. Justement, c'était important pour une première collaboration avec Aérostar TV. Oui, je crois que ce qui était important, c'est qu'au bout du compte, l'aviation, en 100 ans, s'est développée par une vraie synergie civile et militaire. Cette synergie civile et militaire, on la retrouve ici aussi, puisque au-delà de nos missions défense, nous avons de nombreuses missions interministérielles. Nous assistons par exemple à l'assistance aux populations. Et ce qu'on peut retrouver ici sur cette base aérienne, c'est toute l'étendue de la coopération entre l'aviation civile, l'industrie, parce que nous avons des modernisations, l'aviation commerciale, l'aviation militaire. Donc je crois que c'était un bon exemple aussi de cette synergie d'une aviation qui n'a pas de frontières. D'ailleurs, ce mois-ci, nous avons voulu vous présenter les grandes missions de l'armée de l'air. Et pendant que nous entrons dans l'ouvrage, je vous invite à regarder un petit clip qui illustre cette diversité de missions. Général ? Je vous y amène. Les forces armées françaises ont apporté leur soutien pour lutter contre ces éléments terroristes. Nous l'avons vu, le panel des missions de l'armée de l'air est très large et tout part des bases aériennes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes bien sur une base aérienne. Oui. Alors en l'occurrence ici, nous sommes sous une base aérienne, dans ce long couloir qui nous amène vers cette salle d'opération où nous pouvons diriger toutes les opérations aériennes, qu'elles soient sur le territoire national ou à l'extérieur. Donc je vous amène dans un endroit qu'on ne montre jamais.
dans un endroit assez mystérieux, secret, mais en même temps qui est illustratif de la modernisation de l'armée de l'air, puisque ici nous sommes en train de regrouper encore toutes les unités qui concourent aux opérations aériennes, y compris de surveillance de l'espace. Et cette base, cet endroit, ce tunnel est né dans les fins des années 50 et n'a cessé finalement d'évoluer, et nous continuons encore aujourd'hui à avoir de fortes évolutions qui sont simplement la suite logique aussi de nos engagements opérationnels, où que ce soit dans le monde. Nous allons maintenant parler de défense aérienne. Pour bien comprendre ce que c'est, nous avons eu la chance de suivre un exercice très réaliste de détection, d'identification et d'interception d'un avion suspect survolant le territoire. Regardez, c'est maintenant. La France est un des pays les plus survolés au monde. Chaque avion peut être repéré et identifié grâce à une centaine de radars civils et militaires interconnectés. C'est au cœur d'un ouvrage enterré à plus de 120 mètres de profondeur que l'armée de l'air veille à la défense aérienne du territoire. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le Centre national des opérations aériennes de Lyon surveille, évalue et anticipe la moindre menace afin d'éviter une attaque aérienne à l'image du 11 septembre. Cette mission exigeante, connue sous le nom de posture permanente de sûreté aérienne, mobilise quotidiennement près de 900 aviateurs. Oui, Golfech, je vous écoute. Oui, vous avez eu un survol. Est-ce que vous avez pu voir une immatriculation? Je tiens au courant, c'est dès que je sais quelque chose. Non, pas d'immatriculation. Pour l'instant, oui. Vous avez estimé à peu près l'altitude? On le suit actuellement sur nos écrans. J'attends d'avoir un peu plus d'éléments et je vous tiens au courant. Ça serait un petit avion en moyenne altitude et le deuxième passage était sud vers le nord. Golfech Cap Est, il est à 95 nœuds. 60 nautiques de Mont-de-Marsan. Qui c'est qui nous donne l'information? C'est Marina qui vient de nous donner l'information, ils viennent de le passer suspect. Cet exercice rentre dans le cadre de notre entraînement permanent pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de posture permanente de sûreté. C'est une mission qui est très exigeante, donc on essaye de varier les scénarios de manière à entraîner à la fois les acteurs de terrain, qui sont les permanences opérationnelles, avions de chasse ou hélicoptères, mais également toute la chaîne, centre de détection et de contrôle, et également bien sûr de la salle de conduite ici du Centre national des opérations aériennes. Les appels radio sont en cours sur les fréquences de détresse. Donc il fait des évolutions dans la zone, il répond pas aux interrogations radio, je propose de scrambler Marsan. Ouais. On va pratiquer ce scramble de la queue de Marsan. Attention, c'est un aéronef très lent. Essaye d'avoir le terrain de provenance, qui sera probablement le terrain de destination. Enfin, c'est un appareil qui aurait été loué par une organisation environnementale. Visuel du suspect, plus du trafic également à 6500 pieds à cette position. L'APO a visuel sur l'objectif et sur le VFR conflictuel 6500 pieds. Il n'est pas coopératif, il n'obtempère pas. D'accord, je vois avec le cabinet. Pourquoi on parle d'une chaîne relativement courte, d'une chaîne décisionnelle relativement courte? Tout simplement parce que la haute autorité de défense aérienne, qui assume la responsabilité militaire au-dessus du territoire national, est en contact direct avec le cabinet du Premier ministre pour cette évaluation-là. On a l'autorisation pour faire un tir de semonce. Et on poursuit par un tir de semonce fictif. Là, on la raisonne sur Bergerac. Et à l'issue, on effectue un arraisonnement sur le terrain de Bergerac. Chaque année, les équipages engagés dans la posture permanente de sûreté aérienne réalisent plus d'une centaine d'interventions au-dessus du territoire français. Je me dirige maintenant vers la salle de conduite des opérations aériennes. Je vais rejoindre le général Borel. Donc on attend parce que la GTA n'est pas sur place, donc la PAF maintient le pilote. De toute façon, on va se ramener juste après, mais de toute façon, ça sert. Général, fait-on décoller à chaque fois un avion de chasse pour intercepter une menace aérienne? Alors, pour être plus précis et répondre à cette question, je préfère vous dire que nous faisons décoller systématiquement le moyen le plus adapté. Sur un avion de ligne, un avion à réaction, nous ferons décoller un avion de chasse. Sur un autre avion du type ULM ou petit avion de tourisme, nous ferons plutôt décoller un hélicoptère pour que la gamme de vitesse entre l'intercepteur et l'intercepté soit compatible. Ce qui explique que notre dispositif aujourd'hui sur le territoire national est composé de 8 avions de chasse en alerte permanente, 24 heures sur 24, et de 5 hélicoptères répartis sur tout le territoire.
Et on entend aussi très souvent ce terme de bulle de protection. Oui, bulle de protection. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme parce que ça pourrait laisser supposer que nous mettons une cloche totalement étanche sur un événement. Ce n'est pas le cas. Nous parlons d'adaptation du dispositif permanent. On utilise les moyens que je viens de vous décrire pour les concentrer sur un lieu particulier et avoir une sorte de filet dont les mailles sont les plus petites possibles pour empêcher toutes les menaces de passer. Et si je ne me trompe pas, le CDAOA ne conduit pas que les opérations aériennes au-dessus de la France. Non. Le CDAOA a pour mission de conduire la totalité des opérations aériennes, qu'elles soient dans l'espace aérien, avec les moyens dont nous venons de parler, mais également sur les théâtres d'opérations extérieures, la bande sahélo-saharienne en particulier, l'opération Barkhane, dont vous avez entendu parler. Et en ce moment, aujourd'hui, dans cette salle, derrière vous, dans une petite cellule un peu protégée, confidentielle, nous menons des opérations aériennes que je ne peux pas vous montrer pour des questions de confidentialité. Défense aérienne, opérations extérieures, quelles sont les autres missions du CDAOA? Nous avons un ensemble de missions supplémentaires que nous qualifions de missions interministérielles, car elles sont essentiellement destinées à la population française. Premièrement, les opérations de secours, secours aux blessés, secours aux accidentés, en montagne en particulier. Mais également des missions de biomédecine qui consistent en fait à accueillir les transferts d'organes, en particulier quand les grands aéroports civils sont fermés entre minuit et 6 heures du matin. Ces missions permettent de sauver des vies. L'an dernier, nous avons sauvé plus d'une 50aine de vies. Également la lutte contre les feux de forêt. Nous mettons à disposition des moyens aériens, des moyens de coordination, de manière à coordonner l'activité aérienne. Et enfin, dernière mission, mais une mission très importante, la surveillance spatiale, qui permet de suivre tous les objets qui sont autour de la Terre et qui nous concernent, nous Français, les satellites en particulier, à la fois pour prévenir la chute d'objets spatiaux, donner l'alerte aux populations, mais également soutenir les opérations aériennes. À l'instant, vous avez parlé de sauver des vies. Sauver des vies, c'est aussi une des missions de l'escadron 144 Solenzara. Nous avons pu filmer un de leurs entraînements au large de la Corse. Regardez. En mer ou en montagne, de jour ou de nuit, qu'importe la météo, l'escadron d'hélicoptères 144 de Solenzara en Corse est prêt à intervenir. Sa mission principale est la SAR, Search and Rescue, autrement dit recherche et sauvetage. L'escadron se tient prêt à apporter son aide aux personnes en difficulté, que ce soit pour un pilote éjecté, un avion de tourisme perdu, un plaisancier naufragé ou une randonnée qui aurait mal tourné. Grâce à des hélicoptères adaptés, l'armée de l'air complète les moyens de secours existants sur l'île de Beauté. Les capacités du Super Puma sont remarquables puisque oui, on peut intervenir jusqu'à on va dire 350 km au large. Une machine comme ça, de la même façon qu'elle peut avoir une énorme allonge et des capacités spécifiques d'intervention en mer en pleine nuit que n'ont pas les autres acteurs, va avoir également une capacité de récupération de beaucoup de monde en une seule fois. Sur un hélico comme ça, il nous est arrivé de récupérer une vingtaine de personnes d'un coup. Pour assurer cette mission de recherche et sauvetage, pilotes, mécaniciens navigants treuillistes, plongeurs sauveteurs et médecins travaillent en étroite collaboration. Donc ça fait, on va dire, quatre corps de métiers différents qui travaillent ensemble, en synergie. C'est exactement comme un orchestre. Chacun doit jouer sa partition au bon moment sous la direction, on va dire, du chef d'orchestre qui est le commandant de bord. Pour chaque étape du sauvetage, chacun des acteurs a sa part de responsabilité. Il y a d'abord la phase de pilotage, l'approche, la reconnaissance de la zone. Une fois qu'on a mis tous ces paramètres en jeu, le pilote va approcher la machine au plus près et nous donner la main à l'arrière. Donc là, on va être les yeux du commandant de bord, du pilote, pour lui expliquer tout ce qui se passe sous la machine puisqu'ils n'ont plus aucun visuel au moment de la verticale. Donc là, on va mettre en œuvre le treuil, descendre les sauveteurs plongeurs pour secourir les personnes en détresse. Après les phases de pilotage, de guidage et de descente du treuil, c'est au tour du plongeur d'intervenir. Le travail du plongeur, c'est lui qui va descendre et être au contact de la victime. Il sera bien entendu toujours en relation avec l'équipage, de façon à pouvoir communiquer les informations concernant l'état de la victime, les risques et les décisions à prendre concernant le temps à rester sur zone. Nous allons devoir donner des informations nécessaires à ce que le commandant de bord puisse avoir une image de la situation que nous rencontrons au sol. Chaque phase a sa priorité
et à chaque moment, on se fait complètement confiance. Cette confiance et ce travail d'équipe, défiant l'environnement et les conditions extérieures parfois difficiles, ne sont possibles qu'avec un entraînement rigoureux. L'entraînement, il est quotidien. Nous travaillons 2 jours, 2 nuits, en tout milieu. La vision sous jumelle nocturne change complètement le relief. Et donc là, c'est encore une fois des heures et des heures de travail et d'entraînement afin d'appréhender tous ces éléments extérieurs qui sont complètement différents. Pour pouvoir vraiment travailler en sécurité, j'ai presque envie de dire en osmose, c'est une multitude et multitude de répétitions d'entraînement où là on va apprendre à se connaître. De façon à travailler les procédures, de façon à travailler la technicité de treuillage, l'utilisation des différents matériels. Chaque spécialiste a ses compétences et son professionnalisme très poussé dans son domaine. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Tout ça a rajouté un petit peu la petite adrénaline du sauvetage et de la mission. Donc c'est vraiment une mission assez complexe à gérer et qui nécessite énormément d'heures d'entraînement et de travail. En 2014, dans le cadre du service public, l'armée de l'air a réalisé plus de 50 missions de recherche et sauvetage. Plus de 30 personnes ont ainsi pu être sauvées. Général, nous vous retrouvons au sein d'un radar de détection pour aborder les futurs thèmes des émissions. Alors de quoi allons-nous parler? Alors je vous propose de parler d'autres missions de l'armée de l'air, de parler de la mission de dissuasion nucléaire, qui est une de nos missions socles, de présenter aussi nos ambassadeurs. On pense à la Patrouille de France, mais il y en a d'autres qui sont représentatifs du savoir-faire de nos aviateurs, de leur excellence. Et puisqu'on parle de nos aviateurs, eh bien, nous aborderons le thème de la formation avec l'école de l'air, notre école d'officiers à Salon de Provence, qui fête cette année ses 80 ans. Et nous consacrons beaucoup d'énergie à cette formation. Nous aborderons aussi le thème des drones, drones qui est un sujet qui ne cessera de se développer dans le monde de l'aéronautique. Et puis je vous propose aussi d'aborder la présentation de cet appareil magnifique qui est le renouveau de l'aviation de transport tactique et stratégique de l'armée de l'air, la 400M Atlas. Justement, nous sommes allés au centre d'instruction des équipages de transport sur la base aérienne 123 d'Orléans pour chercher à savoir comment sont formés les pilotes et mécaniciens qui utiliseront notamment cet avion de transport militaire, la 400M Atlas. C'est à Orléans que le transport aérien militaire a construit sa maison mère, le centre d'instruction des équipages de transport, le CIET. Fort de 70 années d'expérience, ce centre a pour vocation première l'instruction des équipages de transport. 4 missions principales lui sont confiées, les instruire, les évaluer, standardiser leurs procédures, mais surtout les préparer au combat. Le CIET dispose d'une expertise tactique indéniable au sein des forces aériennes, expertise tactique qui est basée sur toute l'expérience et puis les missions qui ont été effectuées tant dans l'instruction que dans le domaine opérationnel sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous recueillons tous les rétex, en fait, qu'il s'agisse de rétex en opération ou en mission, pour pouvoir faire avancer les procédures. Le CIET est vraiment au service des forces aériennes, au service des unités. Nous devons absolument préparer les équipages au combat et leur inculquer des procédures qui sont conformes à ce qu'ils utilisent sur le terrain. Pour le transport aérien, l'armée de l'air dispose d'un certain nombre d'appareils, des avions de transport tactique, des avions de liaison et des avions de transport stratégique. Une diversité à prendre en compte dans les méthodes d'instruction. La particularité du CIET, c'est d'être une unité de transport au visage multiflotte. C'est un véritable creuset d'échanges, d'expérience et d'expertise. Et c'est véritablement de toute cette diversité que l'on tire la richesse pour mener à bien notre mission d'instruction et faire évoluer les procédures au quotidien. Évolution des procédures qui sont intégrées dans les phases d'instruction. Parmi les outils d'instruction du CIET, 2 simulateurs dédiés à l'A400M Atlas mettent les équipages dans des environnements très réalistes. Un simulateur sur-vérin, Full Fly Simulator, relié à un serveur tactique, permet aux instructeurs de créer des scénarios de plus en plus complexes. Le simulateur, c'est exactement la cabine de l'avion, avec les mêmes commandes et les mêmes écrans. On peut paramétrer absolument tout sur ce simulateur. Donc le pilote qui arrive pour son premier vol, il n'est pas du tout dépaysé quand il arrive dans la cabine de l'avion. La formation d'un pilote d'A400M débute par un premier stage logistique. Il y apprend les procédures nécessaires pour chaque phase de vol,
du décollage à l'atterrissage. À cela s'ajoutent les mauvaises conditions météo et les procédures d'urgence. Plus de 100 heures de simulateurs sont nécessaires pour obtenir cette première qualification. La formation se complète par des stages tactiques, le pilote est soumis aux évolutions plus complexes, avec d'autres vecteurs, des menaces potentielles et d'autres contraintes. On peut créer un scénario de toutes pièces, un scénario de 3 à 4 heures, avec des entités qui vont se gérer automatiquement. On peut créer un scénario avec une centaine d'entités différentes, en sachant qu'une entité, ça va du missile à un avion ou un site solaire. Mais il n'y a pas que les pilotes qui disposent d'un outil d'instruction élaboré. Le CIET a dans ses murs le Loadmaster Workstation Trainer, un simulateur pour les soutiers de la 400M. C'est un outil qui leur permet d'apprendre les procédures de chargement, un outil de formation mais aussi d'entraînement récurrent. Comme les pilotes, après leur instruction initiale, les Loadmasters sont amenés à revenir au CIET pour parfaire leurs compétences. Je vais être amené à faire des sessions de Workstation Trainer avec toujours les mêmes personnes, mes moniteurs, pour préparer, ne serait-ce en aval, une mission qui pourrait être un peu plus technique, la répéter. Ces répétitions, ces entraînements préparent les équipages à leur future mission. Dans un contexte en perpétuelle évolution, le CIET centralise pour mieux diffuser les procédures adaptées aux situations. C'est ainsi que s'achève cette première émission. Nous quittons la région lyonnaise et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un numéro spécial consacré aux ambassadeurs de l'armée de l'air. Alors à très vite sur Aérostar TV. Je négocié top, je casse, top. Leader, top. Négocié, maintenant. Virage, go.
Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous aéronautique sous les cocardes sur Aérostar TV. Pour commencer cette série d'émissions, direction la vallée du Rhône où je rejoins le général Denis Mercier, chef d'état-major de l'armée de l'air, dans un lieu hautement surveillé. Bonjour Général. Bonjour. Nous sommes à Lyon-Verdun, alors pourquoi avoir décidé de nous faire découvrir cette base ? J'ai souhaité vous amener aujourd'hui sur la base de Lyon-Verdun comme première émission en fait, de découverte de l'armée de l'air. D'abord parce que c'est un lieu un peu mystérieux, et c'est surtout une base aérienne sur laquelle nous planifions et nous conduisons toutes les opérations aériennes, qu'elles soient menées sur le territoire national ou à l'extérieur du territoire national, en Afrique par exemple. Et c'est donc une base qui vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur laquelle on retrouve tous les métiers de l'armée de l'air, parce qu'il y a tous les métiers de soutien pour soutenir cette activité. Et je crois que c'était le meilleur moyen de montrer que la force de l'armée de l'air aujourd'hui, c'est son cerveau, et le cerveau, c'est ici. Justement, c'était important pour une première collaboration avec Aérostar TV ? Oui, je crois que ce qui était important, c'est qu'au bout du compte, l'aviation, en 100 ans, s'est développée par une vraie synergie civile et militaire. Cette synergie civile et militaire, on la retrouve ici aussi, puisque au-delà de nos missions défense, nous avons de nombreuses missions interministérielles. Nous assistons par exemple à l'assistance aux populations. Et ce qu'on peut retrouver ici sur cette base aérienne, c'est toute l'étendue de la coopération entre l'aviation civile, l'industrie, parce que nous avons des modernisations, l'aviation commerciale, l'aviation militaire. Donc je crois que c'était un bon exemple aussi de cette synergie d'une aviation qui n'a pas de frontières. D'ailleurs, ce mois-ci, nous avons voulu vous présenter les grandes missions de l'armée de l'air. Et pendant que nous entrons dans l'ouvrage, je vous invite à regarder un petit clip qui illustre cette diversité de missions. Général ? Je vous y amène. Les forces armées françaises ont apporté leur soutien pour lutter contre ces éléments terroristes. C'est parfait, on a bonne affaire. Nous l'avons vu, le panel des missions de l'armée de l'air est très large et tout part des bases aériennes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes bien sur une base aérienne. Oui. Alors en l'occurrence ici, nous sommes sous une base aérienne, dans ce long couloir qui nous amène vers cette salle d'opération où nous pouvons diriger toutes les opérations aériennes, qu'elles soient sur le territoire national ou à l'extérieur. Donc je vous amène dans un endroit qu'on ne montre jamais.
dans un endroit assez mystérieux, secret, mais en même temps qui est illustratif eh bien, de la modernisation de l'armée de l'air, puisque ici nous avons regroupé, nous sommes en train de regrouper encore toutes les unités qui concourent aux opérations aériennes, y compris de surveillance de l'espace. Et cette base, cet endroit, ce tunnel est né dans la fin des années 50 et n'a cessé finalement d'évoluer, et nous continuons encore aujourd'hui à avoir de fortes évolutions qui sont simplement la suite logique aussi de nos engagements opérationnels où que ce soit dans le monde. Nous allons maintenant parler de défense aérienne. Pour bien comprendre ce que c'est, nous avons eu la chance de suivre un exercice très réaliste de détection, d'identification et d'interception d'un avion suspect survolant le territoire. Regardez, c'est maintenant. La France est un des pays les plus survolés au monde. Chaque avion peut être repéré et identifié grâce à une centaine de radars civils et militaires interconnectés. C'est au cœur d'un ouvrage enterré à plus de 120 mètres de profondeur que l'armée de l'air veille à la défense aérienne du territoire. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le Centre national des opérations aériennes de Lyon surveille, évalue et anticipe la moindre menace afin d'éviter une attaque aérienne à l'image du 11 septembre. Cette mission exigeante, connue sous le nom de posture permanente de sûreté aérienne, mobilise quotidiennement près de 900 aviateurs. Oui, Golfech, je vous écoute. Oui, vous avez eu un survol. Est-ce que vous avez pu voir une immatriculation? Je tiens au courant, c'est dès que je sais quelque chose. Non, pas d'immatriculation. Pour l'instant, oui. Vous avez estimé à peu près l'altitude? On le suit actuellement sur nos écrans. J'attends d'avoir un peu plus d'éléments et je vous tiens au courant. Ça serait un petit avion en moyenne altitude et le deuxième passage était sud vers le nord. Golfech Cap Est, il est à 95 nœuds. 60 nautiques de Mont-de-Marsan. Qui c'est qui nous donne l'information? C'est Marina qui vient de nous donner l'information, ils viennent de le passer suspect. Cet exercice rentre dans le cadre de notre entraînement permanent pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de posture permanente de sûreté. C'est une mission qui est très exigeante, donc on essaye de varier les scénarios de manière à entraîner à la fois les acteurs de terrain, qui sont les permanences opérationnelles, avions de chasse ou hélicoptères, mais également toute la chaîne, centre de détection et de contrôle, et également bien sûr de la salle de conduite ici du Centre national des opérations aériennes. Les appels radio sont en cours sur les fréquences de détresse. Donc il fait des évolutions dans la zone, il répond pas aux interrogations radio, je propose de scrambler Marsan. Ouais. On va pratiquer ce scramble de l'appel Marsan. Attention, c'est un aéronef très lent. Essaye d'avoir le terrain de provenance, qui sera probablement le terrain de destination. C'est un appareil qui aurait été loué par une organisation environnementale. Suspect, du trafic également à 6500 pieds est en position. L'APO a visuel sur l'objectif et sur le VFR conflictuel 6500 pieds. Il n'est pas coopératif, il n'obtempère pas. D'accord, je vois avec le cabinet. Pourquoi on parle d'une chaîne relativement courte, d'une chaîne décisionnelle relativement courte? Tout simplement parce que la haute autorité de défense aérienne, qui assume la responsabilité militaire au-dessus du territoire national, est en contact direct avec le cabinet du Premier ministre pour cette évaluation-là. On a l'autorisation pour faire un tir de semonce. Et on poursuit par un tir de semonce fictif. Là, on la raisonne sur Bergerac. Et à l'issue, on effectue un arraisonnement sur le terrain de Bergerac. Chaque année, les équipages engagés dans la posture permanente de sûreté aérienne réalisent plus d'une centaine d'interventions au-dessus du territoire français. Je me dirige maintenant vers la salle de conduite des opérations aériennes. Je vais rejoindre le général Borel. Donc on attend parce que la GTA n'est pas sur place, donc la PAF maintient le pilote. De toute façon, on va se ramener juste après, mais de toute façon, ça sert bien. Général, fait-on décoller à chaque fois un avion de chasse pour intercepter une menace aérienne? Alors, pour être plus précis et répondre à cette question, je préfère vous dire que nous faisons décoller systématiquement le moyen le plus adapté. Sur un avion de ligne, un avion à réaction, nous ferons décoller un avion de chasse. Sur un autre avion du type ULM ou petit avion de tourisme, nous ferons plutôt décoller un hélicoptère pour que la gamme de vitesse entre l'intercepteur et l'intercepté soit compatible. Ce qui explique que notre dispositif aujourd'hui sur le territoire national est composé de 8 avions de chasse en alerte permanente, 24 heures sur 24, et de 5 hélicoptères
répartis sur tout le territoire. Et on entend aussi très souvent ce terme de bulle de protection. Oui, bulle de protection. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme parce que ça pourrait laisser supposer que nous mettons une cloche totalement étanche sur un événement. Ce n'est pas le cas. Nous parlons d'adaptation du dispositif permanent. On utilise les moyens que je viens de vous décrire pour les concentrer sur un lieu particulier et avoir une sorte de filet dont les mailles sont les plus petites possibles pour empêcher toutes les menaces de passer. Et si je ne me trompe pas, le CDAOA ne conduit pas que les opérations aériennes au-dessus de la France. Non. Le CDAOA a pour mission de conduire la totalité des opérations aériennes, qu'elles soient dans l'espace aérien, avec les moyens dont nous venons de parler, mais également sur les théâtres d'opérations extérieures, la bande sahélo-saharienne en particulier, l'opération Barkhane, dont vous avez entendu parler. Et en ce moment, aujourd'hui, dans cette salle, derrière vous, dans une petite cellule un peu protégée, confidentielle, nous menons des opérations aériennes que je ne peux pas vous montrer pour des questions de confidentialité. Défense aérienne, opérations extérieures, quelles sont les autres missions du CDAOA? Nous avons un ensemble de missions supplémentaires que nous qualifions de missions interministérielles, car elles sont essentiellement destinées à la population française. Premièrement, les opérations de secours, secours aux blessés, secours aux accidentés, en montagne en particulier. Mais également des missions de biomédecine qui consistent en fait à accueillir les transferts d'organes, en particulier quand les grands aéroports civils sont fermés entre minuit et 6 heures du matin. Ces missions permettent de sauver des vies. L'an dernier, nous avons sauvé plus d'une 50aine de vies. Également la lutte contre les feux de forêt. Nous mettons à disposition des moyens aériens, des moyens de coordination, de manière à coordonner l'activité aérienne. Et enfin, dernière mission, mais une mission très importante, la surveillance spatiale, qui permet de suivre tous les objets qui sont autour de la Terre et qui nous concernent, nous Français, les satellites en particulier, à la fois pour prévenir la chute d'objets spatiaux, donner l'alerte aux populations, mais également soutenir les opérations aériennes. À l'instant, vous avez parlé de sauver des vies. Sauver des vies, c'est aussi une des missions de l'escadron 144 Solène Zara. Nous avons pu filmer un de leurs entraînements au large de la Corse. Regardez. En mer ou en montagne, de jour ou de nuit, qu'importe la météo, l'escadron d'hélicoptères 144 de Solène Zara en Corse est prêt à intervenir. Sa mission principale est la SAR, Search and Rescue, autrement dit recherche et sauvetage. L'escadron se tient prêt à apporter son aide aux personnes en difficulté, que ce soit pour un pilote éjecté, un avion de tourisme perdu, un plaisancier naufragé ou une randonnée qui aurait mal tourné. Grâce à des hélicoptères adaptés, l'armée de l'air complète les moyens de secours existants sur l'île de Beauté. Les capacités du Super Puma sont remarquables puisque on peut intervenir jusqu'à on va dire 350 km au large. Une machine comme ça, de la même façon qu'elle peut avoir une énorme allonge et des capacités spécifiques d'intervention en mer en pleine nuit que n'ont pas les autres acteurs, va avoir également une capacité de récupération de beaucoup de monde en une seule fois. Sur un hélico comme ça, il nous est arrivé de récupérer une vingtaine de personnes d'un coup. Pour assurer cette mission de recherche et sauvetage, pilotes, mécaniciens navigants treuillistes, plongeurs sauveteurs et médecins travaillent en étroite collaboration. Donc ça fait, on va dire, quatre corps de métiers différents qui travaillent ensemble, en synergie. C'est exactement comme un orchestre. Chacun doit jouer sa partition au bon moment sous la direction, on va dire, du chef d'orchestre qui est le commandant de bord. Pour chaque étape du sauvetage, chacun des acteurs a sa part de responsabilité. Il y a d'abord la phase de pilotage, l'approche, la reconnaissance de la zone. Une fois qu'on a mis tous ces paramètres en jeu, le pilote va approcher la machine au plus près et nous donner la main à l'arrière. Donc là, on va être les yeux du commandant de bord, du pilote, pour lui expliquer tout ce qui se passe sous la machine puisqu'ils n'ont plus aucun visuel au moment de la verticale. Donc là, on va mettre en œuvre le treuil, descendre les sauveteurs plongeurs pour secourir les personnes en détresse. Après les phases de pilotage, de guidage et de descente du treuil, c'est au tour du plongeur d'intervenir. Le travail du plongeur, c'est lui qui va descendre et être au contact de la victime. Il sera bien entendu toujours en relation avec l'équipage, de façon à pouvoir communiquer les informations concernant l'état de la victime, les risques et les décisions à prendre concernant le temps à rester sur zone. Nous allons devoir donner les informations nécessaires à ce que le commandant de bord puisse avoir une image de la situation que nous rencontrons au sol.
chaque phase a sa priorité et à chaque moment, on se fait complètement confiance. Cette confiance et ce travail d'équipe, défiant l'environnement et les conditions extérieures parfois difficiles, ne sont possibles qu'avec un entraînement rigoureux. L'entraînement, il est quotidien. Nous travaillons 2 jours, 2 nuits, en tout milieu. La vision sous jumelle nocturne change complètement le relief. Et donc là, c'est encore une fois des heures et des heures de travail et d'entraînement afin d'appréhender tous ces éléments extérieurs qui sont complètement différents. Pour pouvoir vraiment travailler en sécurité, j'ai presque envie de dire en osmose, c'est une multitude et multitude de répétitions d'entraînement où là on va apprendre à se connaître. De façon à travailler les procédures, de façon à travailler la technicité de treuillage, l'utilisation des différents matériels. Chaque spécialiste a ses compétences et son professionnalisme très poussé dans son domaine. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Tout ça a rajouté un petit peu la petite adrénaline du sauvetage et de la mission. Donc c'est vraiment une mission assez complexe à gérer et qui nécessite énormément d'heures d'entraînement et de travail. En 2014, dans le cadre du service public, l'armée de l'air a réalisé plus de 50 missions de recherche et sauvetage. Plus de 30 personnes ont ainsi pu être sauvées. Général, nous vous retrouvons au sein d'un radar de détection pour aborder les futurs thèmes des émissions. Alors de quoi allons-nous parler? Alors je vous propose de parler d'autres missions de l'armée de l'air, de parler de la mission de dissuasion nucléaire, qui est une de nos missions socles, de présenter aussi nos ambassadeurs. On pense à la patrouille de France, mais il y en a d'autres qui sont représentatifs du savoir-faire de nos aviateurs, de leur excellence. Et puisqu'on parle de nos aviateurs, nous aborderons le thème de la formation avec l'école de l'air, notre école d'officiers à Salon-de-Provence, qui fête cette année ses 80 ans. Et nous consacrons beaucoup d'énergie à cette formation. Nous aborderons aussi le thème des drones, drones qui est un sujet qui ne cessera de se développer dans le monde de l'aéronautique. Et puis je vous propose aussi d'aborder la présentation de cet appareil magnifique qui est le renouveau de l'aviation de transport tactique et stratégique de l'armée de l'air, la 400e Atlas. Justement, nous sommes allés au centre d'instruction des équipages de transport sur la base aérienne 123 d'Orléans pour chercher à savoir comment sont formés les pilotes et mécaniciens qui utiliseront notamment cet avion de transport militaire, la 400e Atlas. C'est à Orléans que le transport aérien militaire a construit sa maison mère, le centre d'instruction des équipages de transport, le CIET. Fort de 70 années d'expérience, ce centre a pour vocation première l'instruction des équipages de transport. 4 missions principales lui sont confiées, les instruire, les évaluer, standardiser leurs procédures, mais surtout les préparer au combat. Le CIET dispose d'une expertise tactique indéniable au sein des forces aériennes, expertise tactique qui est basée sur toute l'expérience et puis les missions qui ont été effectuées tant dans l'instruction que dans le domaine opérationnel sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous recueillons tous les rétex, en fait, qu'il s'agisse de rétex en opération ou en mission, pour pouvoir faire avancer les procédures. Le CIET est vraiment au service des forces aériennes, au service des unités. Nous devons absolument préparer les équipages au combat et leur inculquer des procédures qui sont conformes à ce qu'ils utilisent sur le terrain. Pour le transport aérien, l'armée de l'air dispose d'un certain nombre d'appareils, des avions de transport tactique, des avions de liaison et des avions de transport stratégique. Une diversité à prendre en compte dans les méthodes d'instruction. La particularité du CIET, c'est d'être une unité de transport au visage multiflotte. C'est un véritable creuset d'échanges, d'expérience et d'expertise. Et c'est véritablement de toute cette diversité que l'on tire la richesse pour mener à bien notre mission d'instruction et faire évoluer les procédures au quotidien. Évolution des procédures qui sont intégrées